Défis relevés avec brio, promesses tenues et succès retentissants. L'Algérie signe avec des lettres d'or, sans retour, sur la scène internationale arabe. Une scène qu'elle n'a jamais quittée au demeurant des yeux et qu'elle a toujours regardée à travers des lunettes de paix, de fraternité et d'unité. Oui, l'Algérie réussit encore une fois à mettre tout le monde d'accord. La session ordinaire du 31e sommet arabe d'Alger a été un triomphe. Une prestation magistrale reconnue à l'unanimité par le concert des pays arabes, mais également par le monde entier. Un sommet fédérateur et un espoir recouvré en ces quelques jours d'activités diplomatiques intenses, de réunions, de concertations et de compromis. Et à l'arrivée, un seul mot d'ordre, la renaissance des intérêts suprêmes et à leur tête la cause palestinienne, avec la déclaration d'Alger comme boussole et manifeste pour le renouveau de l'action arabe commune. En ce jeudi 3 novembre 2022, les chefs d'États arabes quitteront le sol algérien avec le sentiment du devoir accompli, espérons-le. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous poursuivons donc notre couverture spéciale, une couverture dédiée au sommet arabe qui a pris fin hier dans la soirée et dont les travaux ont été sanctionnés par la déclaration d'Alger en guise de nouvelles feuilles de route pour les pays arabes. Et bien entendu, nous allons revenir sur tous les aspects ou presque de ce sommet avec notre expert qui sera à mes côtés. Docteur Berkouk, vous êtes analyste spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour, merci de nous rejoindre encore une fois sur ce plateau. Bonjour. Je le disais donc en préambule, le sommet d'Alger a accouché d'un nouveau document cadre. Que contient-il justement? Réponse dans ce sujet, signée Naïla Eid Hamouda. La première des 5 grandes résolutions adoptées par la déclaration d'Alger concerne la cause palestinienne portée par l'Algérie au cœur du sommet d'Alger. La résolution fait l'unanimité. Elle réaffirme la centralité de la cause palestinienne, un soutien total et indéfectible au peuple palestinien pour son droit à l'indépendance, à l'autodétermination, pour la création d'un État indépendant pleinement souverain sur les frontières de juin 1967 avec El-Quds Est comme capitale. Cette même résolution réaffirme également le droit de retour aux réfugiés palestiniens, conformément à la résolution adoptée en 1948 de l'Assemblée générale des Nations unies. La deuxième résolution aborde entre autres la situation du monde arabe, insistant sur une action commune pour contribuer au règlement des conflits auxquels sont confrontés certains pays arabes, et ce, loin de toute ingérence extérieure. La troisième résolution porte sur le renforcement et la modernisation de l'action arabe commune par de nouveaux mécanismes. Cette résolution appelle à valoriser les propositions constructives présentées par le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur la jeunesse et la société civile. La quatrième résolution concerne les relations de la communauté arabe avec la communauté internationale. Celle-ci repose sur les bases du bon voisinage, de la confiance et de la coopération constructive. Enfin, la dernière résolution aborde les tensions sur la scène internationale. Elle met en évidence le dysfonctionnement des mécanismes de gouvernance internationaux et y apporter un traitement tout en garantissant l'équité et l'égalité entre tous les pays. Les États arabes doivent adopter des positions communes sur les questions sensibles telles que le terrorisme et toute forme d'extrémisme.
Sans plus tarder, donc, place au débat avec le professeur Berkouk. Professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander quelle aura été l'image marquante pour vous de ce sommet. L'image marquante, c'est cette image de solidarité, mais aussi cette image de succès sur tous les plans de ce sommet, sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan des résultantes de ce sommet, notamment par rapport aux 95 pages en matière de décision et de déclaration. C'est des décisions qui vont donner un sens opérationnel aux démarches entreprises par notre présidence, mais aussi par des engagements renouvelés par rapport à la cause palestinienne notamment. Très bien, donc j'aimerais entamer cette analyse par la forme au niveau sémantique et revenir sur certains éléments de langage qui ont été tenus par les différents responsables lors de ce sommet. Ils sont des gageins, justement, en particulier, c'est le mot consensus dont on ne peut plus compter les occurrences tellement il a été repris. C'est plutôt le mot consociation, tawafuk, ce qui veut dire que c'est la construction de compromis pour faciliter l'élaboration de propositions et puis de décisions. On a vu par rapport à la méthode de travail déjà la validation de toutes les décisions prises par les conseils des ministres des Affaires étrangères depuis janvier 2020, ce qui a facilité davantage le travail des délégués et puis des ministres des Affaires étrangères. On a vu aussi dans cette démarche, c'est essayer de créer un consensus autour des priorités, la question palestinienne notamment, mais aussi la question des réformes, les questions de l'élargissement du concept de sécurité collective, notamment par rapport au nexus énergie, nourriture et services hydriques. Et le dernier point, c'est par rapport aussi à cette volonté de définir de nouveaux repères par rapport aux engagements internationaux de la Ligue arabe dans un contexte en mutation, mais un contexte qui va produire nécessairement des changements structurels à l'international. Très bien, professeur Berkouk, un consensus donc, qui est aussi le fruit d'un immense travail diplomatique et mettre en valeur désormais, comment plutôt le mettre en valeur désormais, comment le protéger au niveau de la Ligue des États arabes, ce consensus? Il faut dire que pendant des décennies, le problème des ligues, des sommets, c'est le suivi et l'exécution. Suivi, il n'y a pas d'instrument, disons, de validation et de correction, évaluation-correction plutôt, mais aussi en matière de prise de décision, on a vu toujours ces pays qui portent des jugements par rapport à des points liés à leurs intérêts nationaux. On a vu par exemple dans la réunion des ministres des Affaires étrangères avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, lors de sa conférence de presse, M. Maliki, parlait de cette redondance en matière de décision et le non-respect des décisions en matière d'exécution. Aujourd'hui, il est nécessaire de dire que pour créer une nouvelle dynamique, il faut établir au moins 3 instruments. Le premier instrument, c'est un instrument de suivi périodique au niveau des conseils des premiers ministres, des conseils des ministres plutôt, des Affaires étrangères. Le deuxième aussi, c'est avoir cette ambition de créer ou d'appeler à des sommets extraordinaires par rapport à des thèmes prioritaires, par exemple la question de la sécurité alimentaire. Le troisième point, c'est des rapports, non pas de synthèse, mais des rapports critiques qui faciliteraient le travail de la présidence saoudienne, par exemple, en 2023. Donc il y a toujours des leçons à tirer des expériences régionales en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, justement pour essayer d'améliorer le niveau de sophistication institutionnelle de la Ligue arabe. Certains observateurs, justement, tiennent le discours selon lequel ce consensus aurait une nouvelle essence, celle du pragmatisme, qui s'inspire justement du renouveau des relations internationales. L'on n'est plus dans la théorie des Airy selon Raymond Aron. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Il faut dire qu'il faut dépasser le sens de la rhétorique qui crée les polémiques et essayer de créer justement ce sens commun d'intérêt, une communauté d'intérêt. Et ce qui pratiquement peut-être qualifie cette démarche algérienne, à lire les différentes décisions, essayer aussi de faire une déconstruction de la déclaration d'Alger, c'est ce sens justement utilitaire que veut la Ligue arabe produire
pour les prochaines années. Quand on parle de cette grande zone de libre-échange arabe, Oui, c'est dire la que GZAL, oui. la GZAL, oui. donc c'est dire Une que zone arabe de libre-échange. la ZAL a échoué. C'est créé en 2009, avec moins de 8% d'échanges commerciaux sur le plan régional, mais aussi, il faut dire que parler d'intérêt, c'est aussi créer une certaine normalisation des lois, mais aussi des structures et des facilitations. Ce qui n'est pas le cas pratiquement à travers tout le monde arabe, mais aussi créer des priorités en matière d'investissement par rapport justement à ces défis communs. C'est ce qui apparaît par rapport aux différentes décisions sur la sécurité alimentaire. Donc on a les ressources, à la fois financières, mais aussi les terres arabes, mais il y a un manque en matière de volonté politique. Il y a des pays arabes qui sont en train d'acquérir des concessions en Argentine et en Éthiopie, oui. mais pas au Soudan, par exemple. Très bien. Je le disais donc aussi en introduction, la cause palestinienne n'a eu la part du lion de l'ordre du jour des réunions. Je vous propose d'écouter un florilège de déclarations de chefs d'État lors des travaux du sommet. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان 67 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية والتي تمثل الموقف العربي الموحد إزاء قضيتنا المركزية. L'Algérie occupe une place spéciale dans le cœur des Palestiniens et des Arabes. C'est sur la terre d'Algérie que l'appel fut lancé pour la fondation de l'État de Palestine en 1988. Et depuis, des semaines déjà, les efforts déployés pour élargir la famille politique palestinienne par l'Algérie est fortement apprécié. De notre côté, nous assurons que les efforts de l'Algérie ne seront pas en vain. Chers confrères, depuis 7 ans, le peuple de Palestine vit encore sous le joug de la Nakba et ses conséquences d'injustice et de destruction. En dépit du respect du peuple palestinien des décisions du droit international, en revanche, les forces coloniales affaiblissent la solution des deux États et le mépris du droit international. L'entité coloniale s'est toujours comportée en deçà du droit, dans un silence international inquiétant, sans qu'aucun compte ne lui soit demandé, ce qui ne nous laisse pas d'autre choix que de revoir des termes des négociations établis auparavant avec l'entité coloniale qui ne respecte aucun engagement. Permettez-moi d'entamer mon allocution en rappelant la souffrance permanente du peuple palestinien. La position des Nations Unies est claire. Il faut que la paix règne et il faut que l'occupation cesse. Et pour disséquer les 5 axes de la déclaration d'Alger, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité sur ce plateau. Reda Hriresh, vous êtes docteur en relations internationales. Merci de nous avoir rejoints et bienvenue. Merci également. Voilà donc, messieurs, je le disais, donc la Palestine élevée au rang de cause centrale lors de ce sommet. A-t-on déjà atteint, professeur Berkouk, un tel niveau de prise de conscience collective arabe sur le dossier palestinien ? Bon, la centralité de la question palestinienne est un fait, oui, pratiquement de tous les sommets arabes depuis 1964. D'ailleurs, c'est en 1964 que l'Algérie, Feu Ben Bella, avait proposé la création d'un Front Nation de Libération Palestinien, qui est devenu en 1965 l'OLP. C'était en 1973 que cette organisation est reconnue comme seul représentant légitime des Palestiniens. On l'a vu depuis. Il y a notamment après 2002, il y avait cette volonté
de créer des conditions pour une paix par la négociation. Donc pas de normalisation sans qu'il y ait cet échange entre terre et paix. Aujourd'hui, ce qui distingue ce sommet par rapport aux autres, c'est la feuille de route, la déclaration d'Alger du 13 octobre 2022, signée par les 14 factions palestiniennes et qui engage à la fois les factions et l'autorité palestinienne. Hier, c'est l'engagement de la Ligue arabe. On a vu dans ce texte, chers frères, c'est pour la première fois qu'on essaye aussi de relancer la protection, non pas seulement des territoires et du peuple et des lieux saints de l'islam et du christianisme, mais aussi la protection de la question des réfugiés et les dédommagements des victimes à partir de 1948. Par rapport à ce point... Donc il y a un nivellement par le haut en matière de... Oui. Et c'est pour répondre aussi au nouveau contexte régional et international lié à cette notion des accords d'Abraham qui sont constitués autour de deux objectifs. Le premier objectif, c'est la liquidation de la question des réfugiés. Exactement. Et le deuxième, c'est la liquidation de la question de l'État palestinien pour qu'il n'y ait plus de conditions pour un État palestinien viable. Parce que ce qu'on essaie de faire, et j'essaie toujours de me référer à un texte fondamental qui définit la philosophie de ces accords d'Abraham, c'est le pamphlet publié par Jared Kushner, Road to Peace and Prosperity, c'était en 2020. Liquidation de la question palestinienne, c'est développer un réseau de Bantoustan, donc des territoires non communicants, mais aussi arriver à créer des fractures socio-démographiques au sein même de la Palestine. Dans ce texte, il y a essentiellement cette volonté de protéger la démarche palestinienne pour une solution à deux États, mais aussi protéger les droits des Palestiniens, les droits de retour des Palestiniens et leurs droits aussi au dédommagement. Le troisième point, c'est peut-être le point le plus important, c'est aussi engager la communauté internationale, parce que depuis 2009, les Nations Unies n'ont pris qu'une seule décision au niveau du Conseil de sécurité, la 2334 de 2016, en ce qui concerne les colonies, mais on voit toujours les États-Unis qui baladent le droit de veto, justement pour protéger l'antisionisme et essayer de créer des obstacles par rapport à toute solution juste et durable dans ce conflit israélo-arabe. Très bien. Rappelons, professeur, que Jared Kushner est l'un des instigateurs, entre autres, des accords, des fameux accords d'Abraham, qui instaurent le principe de la normalisation avec l'entité sioniste. Je me tourne vers vous. Est-ce que, pour vous, l'Algérie a réussi à convaincre les pays arabes de la nécessité, justement, de porter à bout de bras la cause palestinienne face au danger de la normalisation avec l'entité sioniste? L'objectif de ce sommet arabe pour l'Algérie, c'est de réactiver la question palestinienne, qui était en quelque sorte en sommeil depuis ces dernières années. Et essayer aussi de mettre un frein au processus d'Abraham qui a été enclenché maintenant, il y a cela presque 2 ans. Ça tombe à point nommé, parce que les élections législatives qui ont été organisées en Israël dernièrement montrent un puissant retour de la droite israélienne, la plus conservatrice, avec notamment une alliance hétéroclite entre les colons qui sont en Cisjordanie et une partie de l'establishment du Likoud qui trempe dans les affaires de corruption. Donc, essayer de trouver une solution de ce côté-ci, ça ne va pas du tout être évident, mais je dirais que ça apporte un élément supplémentaire à l'initiative algérienne qui consiste à renforcer donc les rangs des Palestiniens à travers 2 étapes. La première étape, c'est la réunification des rangs des Palestiniens eux-mêmes afin qu'ils puissent se doter d'une direction politique homogène et qu'ils puissent faire valoir leurs droits dans le monde entier. C'est le premier point. Deuxième point, c'est essayer aussi de booster les pays arabes de manière à ce qu'ils puissent peser davantage au sein du Conseil de sécurité, éventuellement faire passer la cause palestinienne, je dirais, à un stade supplémentaire, puisque actuellement la Palestine est considérée comme étant un territoire occupé, l'objectif étant de faire reconnaître
la Palestine comme étant un État part membre entière. à part entière. Voilà. Très bien. Professeur Berkouk, ma prochaine question, justement, s'adressera à vous. Peut-on également dire, là aussi, que l'Algérie a coupé l'herbe sous le pied de l'entité sioniste et de ses accords d'Abraham? Je reprends quelques points essentiels de l'axe 1 de la déclaration d'Alger et qui vient d'être repris par Reda Hariri, justement, qui le rappelle, l'Algérie demande à ce que la Palestine soit reconnue au sein des Nations Unies comme État membre à part entière. Absolument, c'est une démarche palestinienne. Déjà, on a vu là, cette volonté il y a de ça quelques semaines au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, on a vu M. le Président de la République lancer une initiative, une idée de créer un groupe de contact et de suivi, justement par rapport à cette démarche. Mais il faut dire que dans le contexte actuel, il serait peut-être difficile pour les Palestiniens d'accéder à ce statut. Cela pour deux raisons. La première raison, c'est des raisons procédurales. Une raison plutôt procédurale, c'est que selon les textes, il y a 3 étapes à suivre. La première étape est très facile, les procédurales, donc c'est une demande plus des garanties, une déclaration de garantie par rapport au respect de la charte et décision de la légalité internationale. Le deuxième, c'est pratiquement l'obstacle. Il faut qu'il y ait une décision du Conseil de sécurité, 9/15 au minimum, qui valide cette démarche, sans qu'il y ait un veto. Mais aujourd'hui, on voit les États-Unis déjà brader ce droit de veto américain. Troisième étape, elle est presque acquise avec 2/3 de l'Assemblée générale votant pour ce statut. On l'a vu il y a 111 ans par rapport à l'accession de la Palestine au statut de membre non permanent. Ça a été presque une procédure facile. Mais aujourd'hui aussi, il faut dire aussi que les priorités sont pratiquement à 3 niveaux. Après la déclaration d'Alger signée par les factions palestiniennes, la première, c'est consolider le front intérieur palestinien. Le consolider justement par 3 éléments qui sont dans le texte. Le premier élément, c'est justement la création d'un comité de suivi des factions palestiniennes, composé de secrétaires généraux des factions, pour mettre en œuvre cette feuille de route. D'ailleurs, on a vu dans ce sommet l'engagement du président palestinien Mahmoud Abbas par rapport à cette démarche. Mais aussi, le deuxième, c'est l'engagement des pays arabes. On a vu dans le texte, donc cette feuille de route d'Alger est devenue aussi une feuille de route de la Ligue arabe. Il faut qu'il y ait des mesures en matière de consolidation des capacités de l'autorité, mais aussi avec plus d'initiatives en matière de prise en charge des besoins humanitaires de la communauté. Troisièmement, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, il faut s'assurer de nouvelles reconnaissances de l'État palestinien. Donc ces 3 priorités vont peut-être dans quelques années faciliter le statut. Donc c'est un préalable à l'acquisition de ce statut. Malheureusement, on a vu la géopolitique mondiale a changé, elle change, mais on a vu aussi la géopolitique régionale a beaucoup changé avec les 4 normalisations qui ont affaibli le front arabe, mais qui ont affaibli aussi le front palestinien, sachant qu'un certain nombre de factions... On peut les rappeler, justement, le Bahreïn, c'est le Maroc, le Soudan, le Bahreïn et les Émirats. Donc 4 nouvelles normalisations. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, même sur le plan purement palestinien, on a vu depuis 2002 d'ailleurs, les Israéliens ont pris un certain nombre de décisions et ils ont entrepris un certain nombre d'opérations qui ont changé la carte géographique et démographique de la Cisjordanie. Ils ont essayé de disloquer l'unité territoriale de la Palestine en se désengageant de Gaza avec un blocus depuis 2006, ce qui crée pratiquement 2 entités, 2 territoires. Mais aujourd'hui, il faut, avec cette déclaration d'Alger, cette feuille de route, la première priorité justement, c'est de créer des institutions qui vont fédérer les efforts, mais aussi qui vont donner plus de sens à l'action commune des Palestiniens.
Reda Hariresh, on le voit justement à travers le monde, la question palestinienne, la cause palestinienne plutôt, qui gagne de plus en plus de terrain en dehors des pays arabes. Est-ce le moment, selon vous, justement, de peut-être pas porter des stockades, on n'en est pas encore là, mais de raviver la flamme? Oui, ça tombe bien, parce qu'on a vu que certains pays comme l'Australie, par exemple, sont revenus sur la reconnaissance de Jérusalem en tant qu'État. Décision, entre guillemets, somme toute assez historique, on peut le dire. Oui, exactement. Vu du contexte. Mais je dirais que la réunion du sommet d'Alger a permis à certains pays de faire valoir les droits des Palestiniens. Je pense notamment qu'il faut rendre hommage à l'action opportune de l'Indonésie. Oui. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman, et c'est ce pays-là qui a influé sur son voisin australien afin qu'il revienne sur sa décision. Donc la cause palestinienne n'est pas ignorée. Il suffit tout simplement de trouver les voies et les moyens de lui donner une plus grande résonance. Exact. Et ça tombe bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a le conflit ukrainien, et l'Algérie part du principe que le droit international doit s'appliquer de la même manière pour tous les pays du monde. C'est-à-dire, s'il y a eu une condamnation au sein des Nations Unies du fait que la Russie soit intervenue en Ukraine parce qu'elle considère que l'Ukraine est un État souverain, la même lecture doit être faite pour la Palestine, y compris pour la Palestine, voire même pour le Sahara occidental. Oui. Vous voyez. Donc maintenant, il y a possibilité pour les pays arabes, ils sont dans une meilleure position pour faire valoir cette question palestinienne. On a vu comment il y a eu des tractations entre les pays arabes du Golfe et le président Poutine en ce qui concerne la question du pétrole et du gaz. Donc les pays arabes ont des moyens de pression supplémentaires sur les principaux bailleurs de fonds et les principaux soutiens d'Israël. Très bien. Fermons à présent le volet palestinien pour passer à l'axe 2 de la déclaration d'Alger consacrée à la conjoncture qui prévaut un peu partout dans le monde arabe. Mais d'abord, écoutons un autre florilège de déclarations des chefs d'États arabes lors du sommet d'Alger. On doit adopter une nouvelle approche commune et globale visant à renforcer nos capacités collectives pour faire face aux différentes crises basées sur des motifs clairs et reposent sur le concept d'un monde arabe uni d'une part et soutenir ses institutions constitutionnelles d'une autre part. Préserver la sécurité sociale, la consolidation des fondements de la bonne gouvernance, la citoyenneté et les droits de l'homme, le rejet du fanatisme religieux, l'élimination des organisations terroristes et couper toutes les tentatives pour les soutenir ou pour les couvrir politiquement. La cause palestinienne est la priorité de tous les défis dans la région arabe. La concrétisation du droit du peuple palestinien dans la vie et la réalisation de tous ces projets légitimes pour l'instauration d'un État indépendant et souverain avec pour capitale Al-Quds sur la base de la légitimité internationale et l'initiative arabe de paix. Nous appelons les frères arabes à adopter une position arabe unifiée face à la situation en Libye, à travers le départ de tous les mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères sur le sol libyen, pour arrêter les interactions négatives et non constructives et de soutenir le processus démocratique et la passation pacifique du pouvoir. أن تتخذ قمتكم الواقرة قرارات من شأنها. Nous plaçons notre confiance au sein de cette Assemblée afin qu'elle prenne tous les engagements pour garantir et renforcer l'unité nationale soudanaise. Et quant à nous, nous garantissons de notre côté notre implication complète pour fournir les conditions idoines pour le dialogue national et solutionner les crises politiques et encourager toutes les parties à affermir le dialogue qui ouvrira certainement la voie à la fondation d'une société civile qui sera acceptée au niveau régional et international.
أن قدرات دولنا العربية Il est crucial, au vu des tensions internationales, ainsi que des conséquences néfastes géostratégiques qui menacent nos cadres sécuritaires, de raffermir nos rangs au front de tous ces obstacles, ainsi que fédérer nos forces pour traverser des périodes géostratégiques difficiles, ce qui nous permettrait de dégager et de travailler ensemble une volonté positive. Et le danger qui nous menace peut-être comme jamais est de redoubler d'efforts pour l'entraide, la complémentarité et le soutien de tous. Ce qui est requis urgemment est de contribuer à la sécurité et la paix à l'échelle de l'espace arabe sous l'égide de la confiance et de la solidarité. Ne laissez pas seul le Liban. Le pays du Cèdre est changé. Le phare de l'Orient s'est éteint. Le port qui était la porte de la région est explosé. Pareil pour l'aéroport. La lumière s'est éteinte à cause de l'absence des hydrocarbures. Nous sommes dans un État qui souffre économiquement et socialement. Nous luttons contre les maladies avec des moyens très limités. Je voudrais saluer vivement les efforts palpables déployés afin de garantir la réussite de ce sommet. Ceci s'est illustré par la sagesse qui a caractérisé la gestion de ces travaux, ainsi que dans sa bonne organisation et sa préparation distinguée. Le Royaume apprécie les résultats de ce sommet, qui sont une concrétisation du rôle de la Ligue arabe au service de l'action arabe conjointe, ce qui démontre également notre engagement à travailler ensemble au service de nos causes et face à nos défis communs. Soyez assurés que la volonté du peuple irakien, sa volonté ineffable de construire une société démocratique, et ce, contre n'importe quelle menace, au-delà des divergences politiques, des courants. Et en dépit des crises politiques qui nous traversent, soyez sûrs que notre socle a toujours été d'essence démocratique. Le défi qui incombe à l'Irak est important et nos responsabilités sont grandes. Mais la volonté qui est la nôtre a toujours été la paix et la réconciliation, que cela soit au niveau régional ou international. Geopolitical divides are growing. Notre monde fait face à de grandes crises et difficultés. Les divisions géographiques et politiques s'accentuent. La coopération est l'unique voie qui permet d'aller de l'avant. Les organisations régionales comme la Ligue arabe ont de ce fait un rôle vital et nous devons travailler ensemble pour promouvoir les valeurs de la paix, du développement durable et des droits de l'homme, qui sont des valeurs inhérentes aux Nations Unies. Peace, sustainable development and human rights. C'était donc les déclarations des différents chefs d'État et de représentants d'État présents lors de ce sommet d'Alger. Nous étions en passe donc d'entamer la discussion sur le document cadre qui a été adopté, entériné lors de ce sommet. Il s'agit de la déclaration d'Alger. Messieurs, le document consacre d'abord le principe de règlement inter-arabe des problèmes et crises arabes tout en réfutant les ingérences étrangères. D'où qu'elles viennent, que faut-il en déduire? Vous avez la parole, professeur Belkhor. Merci. J'estime que dans ce document, il y a beaucoup d'avancées. Déjà en reconnaissant l'importance des solutions arabes aux problèmes arabes, c'est une avancée majeure. Parce que, à rappeler nos téléspectateurs que le 12 du mois de mars 2011, c'était le Conseil des ministres des Affaires étrangères qui avait transféré le dossier de la Libye au Conseil de sécurité. 5 jours plus tard, le 17 du mois de mars, c'était la résolution 1973. 2 jours plus tard, le 19 mars, c'était le début des attaques françaises contre la Libye, la déconstruction d'un État. On a vu aussi, par rapport à la Syrie, et malheureusement, c'était la complexification de la crise syrienne par des décisions qui n'étaient pas unanimes. L'Algérie avait des positions autres que celles adoptées par la non-reconnaissance de la légalité de la représentation de l'État syrien, puis son remplacement par la coalition des forces syriennes et la décision d'armer l'armée syrienne libre. C'est plus que l'ingérence, c'est une internationalisation d'une guerre civile. Et les conséquences, on les connaît malheureusement. On les connaît maintenant. D'ailleurs, suite à ça, on a vu 2 ans plus tard, c'était un rapport du Conseil de sécurité qui disait que c'est à cause de ces complexifications qu'il y avait un déplacement de plus de 30 000 combattants terroristes étrangers de plus de 100 pays. Donc on a dépassé pratiquement
le nombre de combattants étrangers qui ont participé dans des conflits depuis 1945. Et ça participe indirectement de cette complexification des conflits internationaux. Absolument, mais ça a aussi créé les conditions pour une présence étrangère, les Turcs, les Américains, les Russes, mais aussi ça a créé les conditions de vulnérabilité de la Syrie militairement, ce qui a permis à l'antisionisme d'entreprendre un certain nombre d'attaques. On l'a vu également par rapport au Yémen en 2015, avec cette volonté de créer une armée arabe commune, justement pour intervenir militairement dans des pays. Donc aujourd'hui, on propose des solutions arabes, problème arabe, mais aussi avec des instruments. On a dans ce texte, mais aussi dans des déclarations, créé un comité des sages, donc comme un mécanisme de prévention, mais aussi des instruments de résolution des conflits, pas de gestion. Ce qui veut dire qu'on veut régler les problèmes, non pas seulement de les gérer. On a vu aussi dans ce texte quelque chose de très important, c'est relancer une idée d'ailleurs algérienne, mais aussi arabe, de créer une zone d'exclusion d'armes nucléaires. Et on va en parler justement. Okay. Oui, on va en parler, professeur. En filigrane, est-ce qu'on peut lire justement en creux de cette disposition que même peut-être si des interventions militaires sont nécessaires quelque part dans le monde arabe, il faut que ce soit d'abord des coalitions de pays arabes qui prennent le dessus? Dans ce texte et dans des déclarations, il faut revoir les dispositions justement de 2015. C'est arriver à créer les conditions de paix, non pas d'ingérence militaire. Refus d'ingérence extérieure de tous les pays, y compris les pays de la région. Donc il ne faut pas, pas de différenciation entre l'ingérence des pays voisins, l'espace arabo-musulman, africain et euro-méditerranéen, mais aussi au sein même de cette ère géopolitique. Parce qu'on voit par exemple par rapport à la Libye, il y a 4 pays arabes qui sont en train de compliquer davantage ce conflit. En Syrie aussi, donc il faut créer des conditions de paix durable justement par la prévention et la résolution des conflits. Très bien. Reda Hariresh, est-ce que le sommet arabe va contribuer justement à l'accélération du retour au processus démocratique, par exemple, par les urnes en Libye, à votre avis? Là, on prend un cas pratique pour essayer de faire une extrapolation. Je voudrais insister d'abord sur le point suivant. La Ligue arabe doit se doter, donc il est question qu'elle se dote de nouveaux mécanismes de manière à ce que ces pays puissent se concerter lorsqu'il y a certaines urgences, comme par exemple lors de la guerre d'Ukraine, qui a démarré en février 2022, on a vu que les pays arabes sont restés presque muets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de concertation entre ces différents pays. Il aurait été judicieux que la Ligue arabe puisse donner une réponse neutre ou pas à ce qui s'est passé en Ukraine dans les 72 heures, par exemple, ce qui n'a pas été le cas. Donc il est question justement qu'il puisse moderniser le fonctionnement de la Ligue arabe. Ça a été abordé ouvertement lors de ce sommet. À l'occasion de ce sommet. Et il est important de noter que les différents participants ont pris la décision donc d'accélérer ce processus de modernisation des institutions de la Ligue arabe de manière à être en phase avec les événements qui touchent le monde entier. Que la Ligue arabe ne soit pas uniquement une boîte aux lettres muette, si je puis dire. Il y a ça. Pour revenir au sujet que vous aviez évoqué tout à l'heure, le cas libyen. Oui, le cas libyen, la Ligue arabe est bien placée actuellement pour pouvoir donner un nouvel élan au processus électoral en Libye, c'est-à-dire qu'il faudrait que les Libyens puissent se concerter entre eux sans qu'ils ne soient, je dirais, victimes des interventions de pays tiers qui souvent viennent parasiter le dialogue national entre les différentes composantes de l'échiquier politique libyen. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est sur le point d'arriver à une solution en Libye, il y a des interférences étrangères? Oui, depuis 2015, il y a toujours eu comme vous savez, il y a différents protagonistes qui interviennent en Libye. Ils sont aussi bien arabes
que d'autres pays comme la Turquie par exemple, ou comme certains pays occidentaux qui défendent leurs intérêts. Sauf que leurs intérêts ne sont pas toujours en concordance avec ceux de leurs adversaires. Oui. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'on arrive, qu'on est sur le point d'arriver à un consensus, il y a toujours des retournements comme ça de dernière minute. Et donc je pense que la Ligue arabe devrait davantage peser, devrait davantage se manifester afin de maintenir une certaine discipline lors des négociations entre les différents partenaires libyens. Très bien. Professeur Berkouk, votre avis sur le cas libyen au niveau de la Ligue arabe et cette déclaration d'Alger? Avant de répondre aux questions, permettez-moi juste d'ajouter un peu ce qui a été dit par notre ami Reda. La Ligue arabe, par rapport à la crise ukrainienne, a pris l'initiative de constituer un comité de contact de ces pays. Ce comité présidé par l'Algérie s'est déplacé déjà dans les deux capitales. Aujourd'hui, même dans ce texte, il y a cette volonté de le relancer. Par rapport à la Libye, malheureusement, il n'y a jamais eu d'initiative de paix arabe en Libye. On a vu en 2011, il y avait une initiative de la Troïka africaine qui a échoué. Aujourd'hui, ce sont des initiatives soit de la MINUL, la mission des Nations Unies, ou de quelques pays qui essayent... notamment les pays voisins. Les pays voisins. On avait l'instrument des pays voisins créé au mois de mai 2014, qui a été élargi en 2021 par rapport à d'autres pays voisins du Sud. Mais malheureusement, même dans ce cas, il y a des divergences, non pas d'opinion, mais de position stratégique sur disons, les acteurs déjà en Libye, mais aussi sur les choix de solutions. On a vu, il y a de ça 8 ans, l'Algérie avait déjà initié un plan de réconciliation, c'était au mois de 2014, qui n'a pas abouti. D'autres pays ont essayé aussi de le faire, n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il y a cet engagement de la Ligue à trouver des solutions, mais ces engagements sont tributaires de deux choses. C'est aussi le respect du principe de non-ingérence par les 4 pays arabes qui sont en train de complexifier aussi ce problème. Deuxièmement, c'est aussi cette volonté des acteurs libyens à transcender leurs divergences à la fois idéologiques, parce que... il y en a. Il y a aussi, quand on parle d'idéologie, on parle aussi d'allégeance avec des acteurs de la région, et aussi transcender leur incompatibilité par rapport au choix politique, la nature de l'État, fédéral, confédéral, unitaire. Et troisièmement, c'est créer les conditions d'une réconciliation comme préalable à toute solution. Réconciliation pour justement pour trouver un terrain d'entente pour un dialogue inclusif, capable de produire à la fois des fondamentaux constitutionnels, mais aussi de revoir les textes de loi, des deux lois électorales, à la fois pour la présidence et pour les élections législatives, à rappeler nos téléspectateurs que pour le Parlement, cette loi a été adoptée par la Chambre des représentants. La deuxième n'a pas été. Et le quatrième point plutôt, c'est aussi créer les mécanismes et garanties pour des élections transparentes et démocratiques capables de produire des institutions légitimes. Donc c'est un long processus. Les Libyens n'ont pas de culture d'élection, il faut le dire. Il n'y a pas eu d'élection depuis 1965. Donc il y a cette absence de culture. Il y a un problème aussi d'incompatibilité sur le plan des choix des institutions. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur la légitimité de la Chambre des représentants du Conseil d'État d'un côté, et de l'autre côté, il y a aussi un autre débat sur la légalité des institutions de la transition créées à partir du consensus de Genève d'octobre 2020. Donc ces débats doivent être encadrés par des bons offices, sans qu'il y ait ingérence. Et je crois que l'Algérie a cette capacité pour le faire, parce qu'on a toujours cette position en équidistance par rapport aux acteurs, mais aussi nos principes sont clairs. Nos contributions ont toujours été en solidarité à nos frères libyens, mais surtout qu'on a ce savoir-faire, cette expertise en matière de résolution du conflit.
La proposition que j'ai toujours soutenue, c'est qu'on a le modèle du Mali, où il y a une mutualisation des efforts. Donc on a les Nations Unies, l'Union africaine, on peut en rajouter dans ce cas la Ligue arabe, et puis les acteurs de la région, avec un leadership en matière de l'équipe de négociation qui s'élargit, vu que le modèle malien est toujours un modèle capable d'être reproduit ailleurs sous réserve d'adaptation. Le sommet arabe tombe un point nommé concernant le dossier libyen au moment où un nouvel envoyé spécial des Nations Unies vient d'être installé sur place, Abdoulaye Bathily, qui était justement présent lors de ce sommet. Absolument. On a vu un certain nombre d'envoyés spéciaux. Malheureusement, ils ont échoué. L'échec programmé de Hassan Salamé. On a vu les propositions de Williams. Mais pour résoudre, il faut résoudre cette crise, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments, un élément nécessaire. Déjà, ces volontés libyennes, des différents groupes et factions libyennes, pour ne pas dire milices libyennes aussi. Voilà. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un désengagement des forces étrangères, présentes d'une manière officielle, la Turquie après l'accord. Notamment celles qui ne sont pas, entre guillemets, régulières. Même il y a des forces régulières, mais malheureusement qui n'ont pas de statut, disons, il n'y a pas d'accord officialisé. Par rapport aux Turcs, c'est le mémorandum d'entente du mois de novembre 2019, mais il y a des décisions et résolutions du Conseil de sécurité par rapport aux besoins disons, de créer les conditions pour que ces forces quittent le pays. Mais aussi, il faut dire, cher ami, qu'en Libye, en plus de la Turquie, il y a des forces étrangères. On a vu il y a ça 2 ans avec des forces spéciales françaises. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle des compagnies civiles, militaires et sécuritaires. Il y a la SADC turque, il y a l'Académie Blackwater américaine, il y a la Wagner RSF russe, etc., etc. Mais il y a aussi un certain nombre de mercenaires, notamment les Janjaouides du Soudan et du Tchad. Il y a des centaines de CTE, de combattants étrangers. Donc il faut régler ce problème. Il y a un climat assez né en Libye, qui est très climat de violence. Donc il faut aussi trouver un compromis autour des milices, mais aussi de l'armée libyenne qui n'a pas de statut légal ou de commandement légitime. Très bien. Justement, d'autres pays sont également concernés par ce principe, celui qui vise à réfuter les interventions étrangères et privilégier les solutions en terre arabe, comme je le disais, le Yémen, le Soudan, la Somalie, mais aussi le Liban qui s'enlise dans une des pires crises politiques et institutionnelles de son histoire. Le Liban, qui par le biais de son Premier ministre, a eu l'occasion de faire le discours le plus émouvant au sein de la Ligue arabe, et qui a lancé donc un appel de détresse aux autres pays pour aider le Liban d'une manière ou d'une autre, parce que ce pays est en proie à en substance, sa déclaration, c'était « ne laissez pas le Liban tout seul ». Ne le laissez pas Beyrouth, qui était le phare du monde arabe, avec son port qui a volé en éclats, comme on a vu, avec son aéroport qui aussi souffre d'autres problèmes comme tout le Liban. Le président Tebboune a été à l'écoute et je pense que les pays arabes vont faire un geste vis-à-vis du Liban. Ils ne peuvent pas laisser ce pays. D'abord financier, à votre avis, le geste Le geste, il peut être aussi bien politique que financier. À travers, si la situation s'améliore en Syrie, dans le pays voisin, qui est convalescent, le Liban... Donc permettre que les réfugiés syriens en Liban puissent revenir... Pas uniquement la question des réfugiés syriens, permettre que les échanges commerciaux puissent reprendre entre le Liban et la notamment Syrie. Dans le secteur de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, dans le secteur agricole. Et il ne faut pas oublier que la Syrie était un réservoir agricole. C'est un pays qui est autosuffisant, notamment en matière de blé, et qui pourrait venir, sous cet aspect-là, être une bouée de sauvetage pour le Liban.
Donc ce sont deux pays qui sont complémentaires, l'un avec sa façade maritime et l'autre avec sa profondeur géographique et sa surface agricole qui permettra aux Libanais de respirer un peu. Oui. Ça, c'est l'aspect économique des choses. En ce qui concerne maintenant le côté politique, il faudrait que les Libanais ne soient plus otages du clientélisme politique. Aider le Liban à réformer aussi ses institutions qui sont dépassées, parce que ce sont des institutions qui datent des années 30. Il ne faut pas oublier que le Liban a été créé par l'ancien colonisateur français pour satisfaire uniquement et avant tout une minorité, notamment les chrétiens maronites. Or, la composition démographique du Liban a beaucoup changé depuis. Et si le Liban veut évoluer vers une démocratie citoyenne, qui ne soit plus l'otage uniquement du confessionnalisme et de tout le reste, les institutions politiques libanaises doivent être réformées de manière à ce qu'il n'y ait plus de grands potentats politiques. Parce que là, on a affaire encore à des seigneurs quasiment féodaux et qui sont là, et qui assujettissent des groupes communautaires. Il faut savoir qu'au Liban, il y a 17 communautés religieuses et que chacune de ces communautés est gérée par des hommes politiques qui se contentent souvent de gérer la rente. Donc une hétérogénéité ethnique et confessionnelle qui un peu complique les choses. Alors l'hétérogénéité, c'est une richesse. Oui. C'est une richesse culturelle pour le Liban. Oui, c'est une richesse culturelle. Ce qui se passe, c'est que ceux qui ont instauré ce système-là, à savoir les nations occidentales, n'ont pas appliqué le principe de citoyenneté comme ils l'ont fait chez eux. Oui. En France, par exemple, c'est une démocratie qui s'appuie sur la citoyenneté. Elle n'a pas exporté au Liban. Elle ne l'avait pas fait également en Algérie pendant la période coloniale. Il serait maintenant intéressant pour la Ligue arabe de pouvoir peser, parce que si les pays arabes tendent la main au Liban, très bien, il faudrait que le Liban lui-même, qui est parfaitement conscient des limites de son système politique, accepte d'aller de réformer ces institutions de manière à ce que la voix du citoyen libanais compte davantage. Voilà. Très bien. Professeur Berkouk, avant de passer à la prochaine question, la Somalie, le Yémen, mais également le Liban, vous en pensez quoi dans le cadre de ce sommet? Pour ce qui est du Liban, c'est un État malheureusement en déchéance, non pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la gestion économique et financière. Sur le plan politique, il faut dire que c'est vrai qu'il y a 17 factions, mais le modèle justement du consociation, c'est pas la représentation démocratique, mais plutôt la représentation confessionnelle. Le consociation a été créé par les Français en 1943, la charte libanaise, et entériné par l'accord de Taïf en 1989. Vous dites que c'était la Ligue arabe qui avait reproduit ce schéma pour résoudre la guerre civile au Liban. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingérences étrangères et beaucoup de déséquilibres en matière d'alliance politique dans ce pays. Et c'est pour ça que les Libanais n'arrivent pas même à élire le président. Il s'agit du voisinage ou du voisinage géopolitique, oui, géopolitique. De l'Iran à la Turquie, des pays arabes, mais aussi lointain, la France, les États-Unis notamment. Deuxième point, c'est que c'est un pays, malheureusement, qui vit non pas de la rente, mais plutôt de l'immigration. Oui. Avec ce qu'on appelle le remittances. Plus de 14 millions de migrants. Et le troisième point, aujourd'hui, c'est cette crise politique qui a duré pendant des années, qui a créé, premièrement, des problèmes de confiance entre les institutions. Deuxièmement, instabilité politique, mais aussi un manque de visibilité économique. Troisièmement, aujourd'hui, on voit des crises sociales, mais aussi des problèmes en matière de gestion du quotidien. On a vu par rapport à Mikati, Najib Mikati, pratiquement sa dernière demande, il demande d'aide en matière d'énergie. On a vu la réponse de M. le Président de la République. Il a encore soutenu ce qu'il lui a promis en aparté, c'est justement cette aide énergétique, parce que c'est très urgent
jusqu'à quelques semaines de l'hiver, qui est aussi très froid. Notamment en matière de fioul, en sachant que le Liban exportait beaucoup de fioul. On a vu malheureusement par rapport aux pays arabes producteurs qui ont failli dans cette solidarité entre guillemets énergétique. C'était le Hezbollah et l'Iran qui a approvisionné ce pays pendant plusieurs mois. Très bien. Une petite question subsidiaire, à vous tous les deux, messieurs. Quelle lecture faites-vous de la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à ce sommet, dans un contexte de crise multiple, avec un monde qui refuse plus ou moins la polarisation? C'est du protocole. Parce que dans tous les sommets, ces sommets de ce type, il y a toujours cette présence des Nations Unies, mais aussi des organisations régionales, ou transrégionales. Par exemple, pour nous, c'est l'OCI, puis l'Union africaine, et les mouvements non alignés dont on est membre. Donc c'est pratiquement du protocole. Dans ma carrière, j'ai assisté à plusieurs sommets à travers le monde. Quand j'étais conseiller avec 5 présidents de l'APN, c'est toujours du protocole. Il a quand même tenu des propos assez forts dans le dossier palestinien, peut-être même nuancés par la suite un peu, mais il a demandé la fin de... C'est la position des Nations Unies. Déjà, l'assise de l'initiative arabe de paix est basée sur 2 résolutions du Conseil de sécurité, la 242 et la 338. Les Nations Unies étaient la source du problème, la division en 1947, mais aussi cette crise, ce conflit qui perdure, est justement dû à l'incapacité du Conseil de sécurité de trouver des solutions sur le chapitre 7 pour justement arriver à créer cette solution à 2 États. Reda Harriraj, peut-être sur la même longueur d'onde que le professeur Berkour en matière de... En plus donc de la question protocolaire qu'il a abordée, le secrétaire général des Nations Unies est venu ici à Alger parce qu'il y a quand même un conflit ukrainien qui commence à inquiéter pas mal de monde, et il pense que les pays arabes constituent en quelque sorte, peuvent constituer une position intermédiaire entre les 2 belligérants, à savoir les 2 groupes. Derrière l'Ukraine, il y a les pays membres de l'OTAN, et en face de l'Ukraine, il y a la Russie et sa petite sœur, la Biélorussie. Donc il espère que peut-être que les pays arabes peuvent contribuer à atténuer, je dirais, ce conflit politique, et peut-être même qu'il pourrait servir d'intermédiaire indirectement entre ces deux grands blocs. Très bien. Professeur Berkouk, justement, quelle valeur ajouter pour ce sommet dans la perspective de résolution des multiples crises que traverse la région? Je tiens également à préciser que ce sommet vise la promotion en quelque sorte du mécanisme de l'action arabe, mais même commune, et étendue à un niveau plutôt global. En ce plan global, il faut avoir une ambition réaliste. On n'a pas cette capacité à faire des pactes ou proposer des solutions. On est malheureusement, en ce moment, non pas des acteurs avec ambition collective ou avec identité diplomatique collective. Peut-être dans quelques décennies, si cette volonté qu'on a vue de ces 2 jours se matérialiser. Mais il faut dire que notre région est une région de concurrence stratégique entre les grandes puissances. Je citerai quelques références de 2022 pour essayer d'apprécier ces mutations et leur impact sur notre région. Je citerai la boussole stratégique de l'Union européenne datant de mars 2022, le 4e concept stratégique de l'OTAN du 29 juin 2022, et les 2 textes américains, la stratégie sécuritaire américaine, stratégie militaire américaine d'octobre 2022. Donc c'est 2 textes américains plus l'un de l'OTAN et un texte européen. On est pour l'Europe, on est une zone d'extension. Pour les Américains, on est un couloir stratégique militaire. Pour les autres, pour l'OTAN, le point 11 de ce 4e concept
nous définit comme une source de menace. Donc quand on parle de source de menace, il faut appréhender des choix qui ne sont pas nécessairement constructifs à l'avenir. En ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut être réaliste, il faut être aussi très objectif dans l'analyse. On a 7 pays parmi les 22 qui sont classés par les Américains comme alliés majeurs, non membres de l'OTAN. 7 sur 17 à travers le monde. Mais aussi, on a des réseaux de bases militaires et de renseignement un peu à travers le monde. On a un certain nombre de pays qui ont signé des accords SOFA, Status of Force Agreements. Donc aujourd'hui, on est aussi en face de perception, disons, chinoise de la zone comme une passerelle commerciale. Oui. Donc le monde arabe aujourd'hui n'a pas de socle utilitaire commun. On a des intérêts nationaux. Des fois, ils sont plus divergents que convergents. Sur le plan commercial, c'est clair. Sur le plan financier, c'est clair. Même sur le plan géopolitique, c'est très clair. Avoir ces alliances et contre-alliances au sein même de cet espace mondial. Donc c'est pour ça que ce que nous espérons, c'est que ce qui a été conclu dans cette déclaration, qui est une déclaration de consociation, pourrait essentiellement aboutir sur un certain nombre de démarches. La démarche déjà de l'institutionnalisation de la prévention et de la résolution des conflits, mais deuxièmement, c'est créer les conditions déjà de la paix à l'intérieur des pays. Oui. Le cas du Soudan, le cas du Yémen par exemple, mais aussi le cas de la Syrie. Troisième point, quand on parle d'un monde en mutation, déjà il faut avoir des lectures prospectives convergentes sur ces mutations. Et pour les Américains, ils ont déjà presque, je dis, fait des lectures programmes par le Conseil du renseignement américain, au mois de mars 2021, par rapport à ces mutations profondes qui vont changer la nature de l'ordre mondial. En 2030, c'est la Chine qui serait la première économie au monde, mais en 2040, c'est un système multipolaire avec à géométrie variable, donc avec la Chine et les États-Unis qui seraient pratiquement les deux hyperpuissances au monde, mais avec d'autres puissances ascendantes, comme le cas de l'Indonésie, le cas de la Turquie, le cas de l'Iran, le cas du Brésil, mais aussi des risques par rapport à la préservation de l'Union européenne, par exemple. Donc on est en un monde de mutation, il faut déjà pour nos États, définir nos choix avec des lectures prospectives, définir nos stratégies justement pour se positionner, mais aussi essayer d'identifier notre identité stratégique collective qui n'existe pas, il faut le dire. Il faut définir aussi les mécanismes nous permettant de mieux répondre à ces mutations et de mieux tirer profit des opportunités. Aujourd'hui, on est plus dans les faiblesses, plus dans les vulnérabilités et moins dans les opportunités et les points de puissance. Très bien. Allez, sans transition, à la fin de l'axe 2 justement de la déclaration d'Alger figure la nécessité de créer une zone une zone dénucléarisée, exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Est-ce là un bel exemple de la promotion de la paix, selon vous? C'est un vœu pieux que l'Algérie défend déjà depuis plus de 2 décennies. Oui. Et en même temps, c'est pour essayer un peu de contenir cette course aux armements entre notamment 2 grands pays musulmans rivaux, à savoir l'Iran et l'Arabie saoudite. Parce que l'Algérie considère que, quoi qu'on dise, c'est presque un conflit artificiel, parce qu'on sait parfaitement que ces 2 pays ne vont pas utiliser leur armement nucléaire l'un contre l'autre. Si un jour ils sont voilà, équipe. Ils en seraient dotés. Mais disons que c'est quand même une contrainte économique majeure, parce que c'est beaucoup d'argent qui est mobilisé pour cette course aux armements, aussi bien en ce qui concerne la question nucléaire que pour l'armement conventionnel. Donc l'Algérie part du principe qu'en encourageant un processus de désarmement qui concerne toute la région du Proche-Orient, y compris Israël d'ailleurs, ça pourrait contribuer à apaiser les esprits et ça pourrait contribuer même à un rapprochement entre les différents protagonistes, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui ont eu
ces derniers mois des contacts directs ou indirects via l'Irak, car vous savez bien que l'Irak, ce pays arabe majoritairement chiite, mais ce sont des chiites arabophones, ils servent en quelque sorte de courroie de transmission pour des négociations entre les deux partenaires, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, parce que de temps à autre, il y a une exacerbation des tensions entre les deux pays. Actuellement, il y a des manifestations importantes en Iran et les Iraniens considèrent l'Arabie saoudite comme étant une des bases de déstabilisation à partir de laquelle la CIA agit. Et l'Arabie saoudite essaye de se défendre, mais bon, il faudrait que, notamment, il y ait d'autres pays qui puissent peut-être s'impliquer davantage. Je pense à un autre pays qui a joué aussi le rôle d'intermédiaire dans la région du Golfe, c'est le sultanat d'Oman. Oui. Le sultanat d'Oman aussi contribue à des négociations indirectes entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, pour les pays musulmans, l'Algérie voudrait contribuer à un apaisement de la situation à travers un processus de dénucléarisation dans lequel chaque partie va trouver son compte. Professeur Berkouk, un vœu pieux selon Dr Halirej, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela servirait-il ou rendrait-il comment dire, service à tous les pays arabes de dénucléariser cette région, ou y a-t-il là une petite chimère en sachant qu'Israël, peut-être l'entité sioniste, n'ira jamais dans ce sens? Il y a dans cette volonté de créer une zone d'exclusion d'armes nucléaires, sur le modèle africain, le traité de Pélindaba, qui a créé la première zone au monde, c'est aussi mettre en cause ces double standards, comme disent les Anglais, donc par rapport à un droit des pays à accéder à la technologie nucléaire à usage civil, l'article 4 du traité de non-prolifération de 1969, donc c'est le cas de l'Iran, mais aussi mettre en œuvre l'article 6, en ce qui constitue pratiquement la première garantie pour une dénucléarisation. La seule entité à avoir ces armes, c'est bien Israël. D'ailleurs, ça a été divulgué en 1986 par un de leurs ingénieurs, Mordechai Vanunu, qui, pour la première fois... La France y a contribué majoritairement. Bien sûr, d'ailleurs, pour l'histoire, il y avait des experts israéliens à Regen, lors des Gerboise Bleu, mais pour dire que Israël, qui continue à adopter cette stratégie, ce qu'on appelle la stratégie d'ambiguïté nucléaire, aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle possède en minimum 90 ogives nucléaires, mais aussi qu'il y a toujours ces 17 pays au sein de l'AUA qui bloquent justement des sollicitations par rapport à cette dénucléarisation. Les armes nucléaires en Israël ne sont pas des armes de dissuasion, ce sont des armes offensives. Ce ne sont ni gérées par des mesures de sauvegarde de l'AUA, ni par des traités, ni par des accords. Donc elles constituent, c'est un national offensif. Donc qui échappe à tout principe de droit international. L'Iran. Ni de garde-fou, ni... Il n'y a rien, il n'y a pas de mesure de sauvegarde, donc il n'y a pas d'inspection de l'AUA, il n'y a rien. Mais pour l'Iran, c'est un droit sous l'article 4 du TNP. Mais aussi, jusqu'à nos jours, il n'y a aucune preuve par rapport au caractère militaire de ce projet. Il y a du doute sur la dualité de ce projet. Et on a vu ce que ça produit en Irak la dernière fois qu'il y a eu du doute. Absolument, des doutes, mais aussi l'instrumentalisation de ces doutes. Le fameux scandale Powell au Conseil de sécurité qui a pratiquement donné un certain caractère presque ridicule par rapport à la légitimation de l'invasion américaine. Ridicule est un euphémisme. Absolument. Donc, parce que toutes les missions d'inspection n'ont trouvé aucune trace de ce projet. Très bien, messieurs. Ouvrons à présent le chapitre économique et social. Les peuples arabes aspirent eux aussi au développement.
La déclaration d'Alger accorde une importance sans précédent à leurs intérêts politiques, sécuritaires, mais surtout socio-économiques, dans un monde au bouleversement évident, nous le constatons chaque jour. Pour la première fois, peut-être on parle sans complexe de marché commun et de réactivation imminente de mécanismes économiques pan-arabes. Professeur Berkouk, les pays arabes parlent également d'intégration économique, et là aussi sans ambiguïté, vous l'avez peut-être constaté lors de ce sommet. Le sommet d'Alger, justement, prend sa part de responsabilité dans la construction de cet horizon plus que jamais nécessaire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette volonté peut-être, au moins sur le plan du discours, pour arriver à cette intégration, qui est un processus très lointain, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec un PIB global de 2 trillions et 400 milliards de dollars, oui. C'est un PIB global inférieur à celui de la Russie, avec un taux d'échanges commerciaux inférieur à 8%, avec un taux d'investissement dans la région inférieur à 10%. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans une situation de non-intégration. Mais arriver à une certaine intégration, il faut créer des mécanismes. Aujourd'hui, on a vu par rapport au moins à 3 choses. La première, c'est la reformulation de cette zone libre-échange avec de nouveaux mécanismes, avec les 24 propositions du CESA, du Conseil économique social arabe, justement pour créer plus de facilitation. Et à l'avenir, qui est le deuxième instrument, c'est cette union douanière, donc justement pour unifier les tarifs, pour plus de facilitation. Troisième point, justement, c'est par et peut-être superposer le tout sur la zone de libre-échange africaine qui vient de naître. Mais le troisième point, c'est par rapport aux priorités qui sont définies actuellement, justement dans le domaine du développement agricole, oui. Donc aussi les échanges agricoles, mais aussi en matière de santé, donc produits pharmaceutiques, etc. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, quand on fait une lecture aussi quantitative de l'état de notre économie pan-arabe, oui. C'est 7 pays qui possèdent plus de 70% du PIB arabe, ce qui veut dire qu'il y a pratiquement concentration de la richesse dans 7 pays, avec des niveaux de pauvreté un peu partout. On voit le cas du Liban, on voit oui. le cas du Soudan, on voit le cas de la Somalie, le cas des îles Comores, du Djibouti, du Yémen et autres. Donc l'objectif de cette déclaration, c'est engager justement des réformes capables de créer en premier lieu des interdépendances, au moins sur le plan bilatéral, et arriver un jour à l'intégration régionale. Reda Harirash, cet aspect économique dominé, d'ailleurs, comme vient de le rappeler le professeur Berkouk, par cet aspect de souveraineté alimentaire que les pays arabes veulent retrouver, justement. La souveraineté alimentaire qui va de pair avec la souveraineté économique Exactement. Et politique. Je vais prendre l'exemple d'un pays dont on parle peu, mais dont la situation est désastreuse depuis plusieurs décennies, c'est la Somalie. Exactement. Donc la Somalie qui voudrait se relever progressivement, son président a demandé à ce que les pays arabes annulent ses dettes. Annulent ses dettes pour que ce pays puisse respirer, parce que la Somalie, comme vous le savez bien, est en proie à l'intervention d'un certain nombre de groupes terroristes. Les plus connus notamment sont les Shabab. Et le développement de ce terrorisme local au sein de ce pays de la Corne de l'Afrique. À ne pas omettre également l'aspect de la piraterie, c'est ce que vous évoquez là. Alors, oui. Je dis bien la Corne de l'Afrique parce que le développement de la piraterie en Somalie s'est fait au cours de ces derniers lustres et c'est dû à une raison principale qui est au fait que de grandes puissances industrielles viennent pêcher dans les eaux somaliennes. Oui. Et ce qui fait que quand je dis viennent pêcher, ce sont des bateaux-usines qui viennent quasiment siphonner tous les gisements
pour son nœud, la Somalie. Et donc les petits pêcheurs somaliens n'ont plus la possibilité de vivre de leurs produits comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux se sont reconvertis dans la piraterie. Dans la piraterie, c'est-à-dire, ils considèrent que des entités extra-régionales qui viennent d'Asie de l'Est n'ont pas à venir piller les ressources halieutiques de la Somalie. Oui. Et donc, s'il n'y a pas de mécanisme au sein donc, de la Ligue arabe ou éventuellement au sein des Nations unies qui puisse intervenir et mettre fin au pillage halieutique de la Somalie, eh ben, un certain nombre de Somaliens vont se faire justice eux-mêmes. Et ça peut déboucher vers une ou des tragédies. Très bien. Et pour conclure donc ce débat retour également sur le succès du sommet salué par l'ensemble des grandes nations de ce monde, écoutant à ce titre les déclarations du chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra et du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulghait. Le succès est algérien, c'est le succès de l'État, le succès des citoyens et bien évidemment le succès de celui qui a orchestré tous les préparatifs de ce sommet depuis le début, le président Abdelmadjid Tebboune. C'est le succès des Arabes qui ont su se réunir après la pandémie du Covid. Armés d'une extrême conscience politique, ils ont réalisé l'importance d'unir les rangs et la parole, tout en prenant conscience de la sensibilité et la gravité de la situation territoriale et mondiale. Ce sommet du nouveau et du renouveau a posé un grand jalon dans le processus de renforcement et de développement de l'action arabe commune. La Ligue arabe avait montré sa capacité à s'adapter à la nouvelle donne et à accomplir pleinement son rôle dans l'encadrement de l'action arabe commune et l'accélération du renouveau. Je suis entièrement d'accord sur le fait que ce sommet est un franc succès à tous les niveaux. Personnellement, j'ai compté 17 présidents, chefs de gouvernement, émirs et princes héritiers, 17 sur 21. Les 4 restants étaient représentés à un très haut niveau. C'est l'un des sommets les plus importants de la Ligue arabe niveau représentativité. L'Algérie a tout mis en œuvre pour que ce sommet soit une réussite, que ce soit au niveau organisationnel et sur le plan des initiatives pour enrichir les travaux du sommet. C'est le sommet du consensus. Nous n'avons décelé de réserve sur aucune décision prise, contrairement aux précédentes sessions du sommet arabe. C'était donc le témoignage du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, sur le succès justement de ce sommet arabe. 17 chefs d'État sur 21 présents à Alger. Messieurs, ce sommet arabe vient justement couronner une année diplomatique par excellence pour l'Algérie, une diplomatie orchestrée, il faut bien l'avouer, d'une main de maître par le président algérien Abdelmadjid Tebboune d'une part et le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra d'autre part. Professeur Berko. J'estime que c'était un succès, un couronnement d'un long processus justement de préparation depuis 2020. D'ailleurs, le premier engagement de M. le Président de la République à l'intérieur, c'était par rapport à la Libye. Mais on voit aussi des engagements sur le plan bilatéral avec ces visites dans 5 pays arabes depuis aussi 2020. Troisième point, par rapport à ce sommet, on a vu les moyens mis à la disposition des délégations sur place. Oui. C'est pour la première fois qu'il y a eu l'organisation d'un sommet infaillible, d'un sommet sans papier. Exactement. Une véritable maîtrise technologique. Il faut le rappeler, oui. Troisièmement, en matière de communication, on a vu essentiellement cette médiatisation, non pas seulement à l'échelle arabe, mais à l'échelle internationale. Quatrièmement, c'est par rapport justement à ces points politiques. 21 pays sur 21, c'est 100% de présence de représentation. 17 sur 21, c'est le top, c'est l'exceptionnel. Donc on est au même diapason que 2 sommets dans l'histoire de la Ligue. Troisième point, c'est par rapport aux outputs de ce sommet. On a vu les 95 pages de décisions et déclarations. C'est des décisions qui ont un caractère opérationnel, mais aussi des déclarations politiques avec beaucoup d'engagement. Espérons que ces déclarations, ces décisions soient mises en œuvre très rapidement parce qu'il y a une urgence sur le plan alimentaire,
Là, sur le plan sanitaire, il y a aussi surtout des urgences sur le plan de la résolution des conflits ou de la prévention. Et le dernier point qui est très important dans cette déclaration, c'est aussi l'élargissement de l'action communale arabe par de nouveaux acteurs. C'est l'institutionnalisation de la société civile. Oui. C'était une des résultantes du Forum d'Oran, le Forum intergénérationnel d'Oran, du mois de septembre 2022. Reda Harirash. Alors, ce sommet arabe constitue le deuxième grand événement pour l'Algérie, pour l'action diplomatique de l'Algérie au cours de cette année 2022, après les Jeux méditerranéens d'Oran. Donc, nous avons eu les Jeux méditerranéens d'Oran au cours de cet été, et ce sommet arabe qui a été une réussite parce qu'on a vu près de 800 journalistes qui sont venus, beaucoup d'organes de presse, notamment des pays du Golfe. Les pays du Golfe étaient présents. Beaucoup de journalistes de ces pays-là sont venus. Parmi eux, il y avait de jeunes journalistes qui sont venus découvrir l'Algérie aussi. Et à travers donc ce sommet marque un retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène mondiale, avec l'invitation notamment du secrétaire général des Nations Unies. Et l'Algérie donc va passer le bâton de témoignage à l'Arabie Saoudite. Ce sera elle qui va prendre le relais. Et il faut savoir également que ce sommet a montré les bonnes dispositions de l'État algérien, y compris dans la région du Maghreb, puisqu'on a vu le ministre des Affaires étrangères marocain venir ici en Algérie, un pays avec lequel l'Algérie n'entretient pas de relations diplomatiques depuis 2021, mais qui néanmoins a été invité parce que le sommet d'Alger s'est voulu un sommet consensuel. Oui. Donc tous les pays arabes ont été invités sans exception. Très bien. Peut-être, professeur Barkouk, un dernier mot sur la symbolique de la date 1er novembre, justement. Novembre, c'est l'émancipation, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance, c'est le refus, justement, de la domination de l'hégémonie, mais aussi la soumission. Novembre, c'est aussi la Palestine, le 15 novembre Exactement. 1988. Donc, cette année, c'est le 34e anniversaire. Espérons que l'année prochaine, la réunion du Conseil national palestinien sera à Alger, un certain 15 novembre 2023, 35e anniversaire depuis la proclamation de l'État palestinien à Alger. Ce sera donc le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir si brillamment conduit ce débat. Professeur Mohamed Barkouk, je rappelle que vous êtes analyste spécialiste des questions géopolitiques. Reda Harirash, vous êtes docteur en relations internationales. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention tout au long de cette couverture spéciale qui se poursuit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, mais surtout, Tahia al-Jazair. تحيا الجزائر.